Donc, je remercie également évidemment toute l'équipe du laboratoire des imaginaires pour avoir organisé ce colloque dans des conditions que j'imagine quand même un petit peu particulières du fait des conditions sanitaires. On aurait effectivement aimé se retrouver en vrai, mais on espère que ce sera le cas pour le colloque de l'année prochaine peut-être. Je vais commencer cette communication par une citation de l'ouvrage que je vais explorer pendant cette demi-heure avec vous, histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, j'aurai pas mal de citations finalement dans mon diaporama, ce qui vous permettra de suivre un petit peu en même temps. La radio de gauche était une vue générale de mon abdomen, entre côte inférieure et bassin. Au milieu des organes grisâtres luisait une kyrielle de taches éclatantes au contours particulièrement net. Le bric-à-brac de mes implants, véritable caverne d'Ali Baba. Ordinateur, appareil de navigation, unité de stockage, réservoir. Et la fine fleur de la technologie, à l'instar de ce cœur mécanique d'appoint, capable de produire de l'oxygène enrichi et pourvu d'un turbo. Il est relié par un circuit parallèle à l'aorte abdominale et devrait me permettre des exploits ponctuels comme de courir le 1000 mètres en 1 minute 30. Seul problème, ce joyau de haute technologie n'a jamais daigné fonctionner plus d'1 minute, aussi traîne-t-il son inutilité flagrante vissée sur l'une de mes lombaires. Donc dans cette communication, je vais vous raconter l'histoire d'un cyborg qui rouille. Le cyborg, c'est une figure bien connue des amateurs et amatrices de science-fiction. C'est souvent l'occasion en fait, d'un questionnement critique et politique sur ce que ça veut dire d'être humain et sur les errements des quêtes de surpuissance. Et c'est par l'angle du bug que je souhaite aborder ce matin avec vous cette figure pour comprendre ce que la friction, donc friction que je vais entendre ici comme vraiment au sens littéral, un frottement dans un mécanisme, va pouvoir nous dire de nos rapports sensoriels au monde technique. Penser le bug comme potentiel critique, c'est vraiment, à mon sens, le point de départ essentiel à tout dépassement d'approche binaire de la technique, dans lequel souvent un fonctionnement bien huilé va avoir une valeur positive et dans lequel le bug ou le mauvais fonctionnement vont forcément avoir une valeur négative. Et dans cette perspective, moi, je souhaite plutôt questionner le bug comme potentiel subversif et émancipateur. Alors, je vais pas avoir le temps, comme je voulais au départ, de développer pourquoi je considère que la fluidité de l'hybridation corps technique dans une perspective cyborgienne relève en fait d'une approche mythique et techno-fantasmatique. Dans le cadre de ma thèse, je travaille justement en fait sur des corps appareillés dans le cadre de corporité handicapée. Et l'incorporation des appareillages, c'est toujours un jeu assez délicat d'ajustement et de négociation. L'hybridation, elle est jamais donnée et elle est rarement en fait d'une parfaite fluidité. Les imaginaires qui sont liés au corps cyborg, ils relèvent souvent d'une forme d'enchaînement prothétique qui ne traduit pas du tout la réalité des relations corps techniques. Et je vous mets là dans le diaporama 2 exemples issus de films de fiction et de science-fiction qui illustrent en fait ce que je considère comme étant particulièrement emblématique de ces imaginaires techno-fantasmatiques. Donc vous pouvez reconnaître en haut la main bien connue la main bionique de Luke Skywalker. Exemple peut-être un peu moins connu, le deuxième gif là, animé, c'est l'assassin Gazelle dans le film d'action Kingsman, qui a des prothèses de jambes avec lesquelles elle découpe sans vergogne ses ennemis. Dans cette communication, donc, je vais vous raconter l'histoire de Dwayne Fitzgerald. C'est une histoire de cyborg qui rouille et qui me semble justement poser la panne, le bug et l'inefficacité technique comme condition de la déconstruction d'un imaginaire techno-fantasmatique, viriliste, militariste et violent. Et avant de m'engager dans le cœur de mon argumentation, je souhaite juste poser quelques éléments de compréhension qui vont permettre de situer un petit peu mon approche et la manière dont j'envisage la relation qui s'établit entre le corps et la technique, et ce que cette relation et ses parties prenantes ont à dire du monde. Donc quelques postulats pour situer un peu la manière dont je vais articuler mon propos. C'est que moi je considère qu'on établit avec nos environnements techniques des relations charnelles, sensorielles et sensuelles qui engagent profondément le corps. Nos environnements techniques et nos objets notamment ne peuvent pas être considérés dans une perspective purement utilitaire. Ils sont des partenaires et des actants, ils ont une vraie agentivité. Et ils sont engagés dans un processus relationnel avec nos corps, ils agissent sur nos corps, ils sont agis en retour. Et ils parlent également dans une dynamique non engagée. En tout cas, ils ont des choses à nous dire du monde. Cette communication elle me permet finalement de développer une ouverture faite dans ma thèse sur l'idée de friction comme potentiel d'accession à une maturité technique, au sens de Simondon, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour vous développer ça. Ou en tout cas comme préalable au développement d'une conscience critique vis-à-vis de l'environnement technique, social, politique qui entoure et imprègne les corps en question. Et donc, pour dérouler cette argumentation, nous allons désormais passer à l'histoire de Dwayne. Donc, Dwayne Fitzgerald, c'est le protagoniste principal du roman Le Dernier de son espèce de l'auteur allemand Andreas Eschbach.
C'est un roman qui est écrit à la première personne, et ce récit, c'est le témoignage de Dwayne, qui est un cyborg issu d'une expérimentation de l'armée américaine. C'est un soldat qui est au départ plutôt médiocre et qui rêve de ressembler à ses idoles. Donc il y a une dimension un peu méta dans le roman, puisque lui-même, en tant que protagoniste, a des références issues des mondes imaginaires. Donc on reconnaît Superman, on a le corps extrêmement bodybuildé de Arnold Schwarzenegger dans Terminator et dans Conan, et puis on a l'homme qui valait 3 milliards, évidemment, à laquelle il est régulièrement fait référence. Et donc Dwayne, il est volontaire finalement, lui qui est pas très bon soldat par ailleurs, pour être sujet d'une transformation par laquelle on va lui implanter à lui, mais aussi à d'autres soldats, tout un arsenal de dispositifs mécaniques et électroniques qui sont censés le métamorphoser en super soldat. Et le projet va engloutir des millions de dollars, mais il va jamais fonctionner comme attendu, puisque les aplombs techniques en fait ne s'adaptent pas bien au corps. Ils engendrent des dysfonctionnements, et les dysfonctionnements vont jusqu'à causer la mort de certains sujets. Donc les soldats qui ont été transformés et qui subissent une technologie invasive qui peut pas être réversible, ces soldats en fait vont jamais être mobilisés. Donc ils vont prendre une retraite anticipée dans le plus grand secret et vont rester des cyborgs complètement inutiles, condamnés à trimballer dans leurs entrailles une technique qui va leur servir à rien, mais qui va en tout cas encombrer leur existence, notamment sensorielle. Dwayne vit donc dans le plus grand secret, dans une petite ville d'Irlande, en cachant sa véritable identité. Voilà un petit peu pour la mise en contexte. Donc maintenant, je vais explorer un peu plus en détail le rapport qu'entretient Dwayne avec cette corporéité hybride et défaillante. C'est un rapport qui est dominé par la violence et la détestation de soi. Donc le roman s'ouvre sur les réveils de Dwayne un matin, donc je vais vous lire, c'est les premières lignes du roman. Je m'éveillais ce samedi matin, aveugle et hémiplégique. Je me suis souvent retrouvée aveugle, hémiplégique également, mais la concomitance de plus en plus fréquente des deux types de crises commence à m'inquiéter. Allongée sur le flanc droit, le visage partiellement enfoui dans l'oreiller, je ne pouvais plus bouger que la tête, le bras gauche et quelques muscles qui, en l'occurrence, ne m'étaient d'aucune utilité. Agacée, je fus tentée de somnoler encore un peu en espérant que le malaise s'estomperait de lui-même. Je savais pourtant que ce ne serait pas le cas. Qui plus est, ma vessie réclamait d'être soulagée. De la main gauche, je fis donc quelques moulinets arrière, et vainquant tant bien que mal oreiller et matelas, je réussis à empoigner le montant du lit. Changer de position à la force d'un seul bras, de surcroît à moitié démis, n'est pas une sinécure, surtout pour un colosse d'un catal et demi aussi raide qu'un mannequin. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Les modifications du corps de Dwayne, elles étaient censées lui permettre d'accomplir un rêve de toute puissance. Mais au lieu de ça, en fait, son corps rouille et il est vraiment à la merci de fonctionnalités défaillantes. Donc tout dans ce réveil démontre une corporéité pénible. Le corps, là, il est indiscipliné et les dysfonctionnements le prennent par surprise un matin au réveil. Il continue son récit ainsi. Cloporte coulée dans du béton, j'étais si distordu que mon ventre saillait, tendu comme un tambour. Mon bras droit raidi, fiché sous le sommier tel une encre marine. Affolé, je tâtonnais de la main gauche à la recherche d'une prise susceptible de me tirer de ce bourbier, en vain. J'étais fait comme un rat. La vague de panique ressurgit de plus en plus houleuse. Quiconque a été invincible s'habitue aux défaites, a fortiori à l'imminence du naufrage. Donc cette déliquescence de son corps, elle engendre en fait une forme très forte d'autodétestation, de frustration et qui va découler sur une violence infligée. Je poursuis, en vous remettant la citation qui est un petit peu plus longue, la suite de son réveil. Je tirais de toutes mes forces. Frôlant la déchirure musculaire, je culbutais enfin et m'écrasais l'omoplate gauche contre le rebord. Malgré la douleur, j'étais désormais idéalement placée pour glisser ma main valide sous le sommier. Depuis des années, je garde là-dessous un gourdin de bois en prévision d'occasions comme celle-ci. Jusqu'alors, m'en asséner 2 ou 3 coups sur la calebasse ou sur un membre récalcitrant avait systématiquement payé. Mes rouages internes diffèrent peu de ceux d'un vieux distributeur de boissons. J'ai parfois besoin d'être un tantinet bousculé pour retrouver mes facultés. Le moyen qu'il évoque là, en fait, pour remettre son corps en marche, il est brutal. Il faut vraiment violenter cette technique qui se grippe, forcer la remise en marche. Et dans la suite de ce récit de son réveil, qui prend quelques pages dans le début du roman, il va se frapper carrément sur la tête avec le gourdin et ça va pas fonctionner, donc il va se traîner comme il peut. Il évoque régulièrement la crainte de rester coincé. Il dit « Je me vis macérant des jours entiers dans la sueur et la pisse, incapable d'appeler à la rescousse. » On voit bien ici que sa technique défaillante, elle précarise la condition organique et elle engendre un sentiment d'incapacité extrêmement fort qui est poussé là au summum de la déliquescence physique. Sa crainte la plus grave, sa pire perspective, c'est celle de l'impossibilité de soulager ses besoins dans des conditions décentes. Le système technique qui est ajouté à son corps, il n'est pas du coup incorporé au sens où il n'est pas assimilé.
Il reste un corps étranger, hostile, et qui semble se révolter contre la tâche qui lui est assignée, qui est celle du combat. Cette non-assimilation, elle signe l'absence de la relation et forme le prémisse d'un rapport qui peut être basé en fait que sur la douleur et le rejet. Une relation pénible qui va jusqu'à broyer le corps organique qui est censé accueillir le dispositif technique. En témoigne notamment le récit d'une panne de système sur un de ses camarades. Donc là, Dwayne témoigne de cette hybridation qui a vraiment très mal tourné sur un de ses camarades soldats. Donc là, je vais vous lire le résultat de cette panne. Il se contracte, se tord, se contorsionne épouvantablement. J'entends des craquements, des grincements. Je vois plus que je n'entends Léo crier et je réalise enfin que ses os sont en train de se briser. Les amplificateurs de puissance déraillent, le déchirent de l'intérieur, tandis que le sang coule de ses yeux, de ses oreilles, à travers la peau dénudée de son cou. Ses veines gonflées battent comme d'épais cordons d'une teinte bleu nuit qui n'a plus rien de naturel. Donc vous voyez, ce rapport, il est extrêmement brutal et douloureux, mais en fait, il n'est pas la seule problématique sensorielle à l'œuvre dans cette hybridation. Au-delà du vécu sensible d'un encombrement, d'un entassement endogène d'objets non organiques et finalement assez indociles, la transformation pourtant consentie de Dwayne en cyborg l'a également privé de toute sensualité. En fait, le rêve de surpuissance qui sous-tendait l'expérimentation dont Dwayne faisait partie, c'était celui de contrecarrer la finitude humaine, de considérer que la mort et la déliquescence de nos enveloppes organiques sont des variables ajustables. Mais en fait, ce faisant, c'est une large part du vécu sensible de nos corps organiques qui va se trouver frappé de suspicion et repoussé dans le même élan. Le projet de cyborgisation, là, dans ce contexte, il suppose une transcendance des fonctions organiques et il devrait permettre l'abolition des contraintes de cette existence. Mais là, en l'occurrence, l'expérimentation, elle n'a pas fonctionné du tout comme c'était prévu et la transcendance n'a pas eu lieu. Donc ça laisse Dwayne uniquement avec les conséquences de ces modifications. Donc sa sensorialité, elle est définie du coup uniquement par l'entrave, par l'encombrement, par la douleur. Dwayne, en l'occurrence, n'est pas ou n'est plus son corps et il a été vraiment privé des sens, des plaisirs des sens au profit d'une quête de performance qui en plus a échoué. Donc Dwayne, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne mange pas. Ses besoins de cyborg sont vraiment réduits à l'absorption de bouillies protéinées qui sont censées lui fournir les nutriments dont il a besoin. Donc l'acte de se nourrir, il est rationalisé sous sa forme la plus réductrice, qui est celle de l'absorption nutritionnelle, ce qui gomme toute forme de jouissance gastronomique. Donc non seulement il mange pas, mais sa nouvelle condition lui interdit d'absorber toute forme de nourriture. Donc son récit va l'amener à évoquer ce plaisir perdu. Donc nouvelle citation. J'aurais sacrifié mon bras droit. Alors là, ce qui est drôle à noter, c'est qu'il est encore prêt à sacrifier des morceaux de ce qui lui reste d'à peu près fonctionnel pour pouvoir retrouver certaines choses. Donc j'aurais sacrifié mon bras droit pour pouvoir encore savourer un barbecue. Humer une fois encore le parfum épicé de la chair grillée en salivant à l'idée qu'une de ces merveilles grésillant sur la braise serait bientôt mienne, arrosée de ketchup et de bière glacée. Donc Dwayne, à la place, en fait, il se nourrit d'un concentré protéiné qui a un mauvais goût et qui le caractérise d'infecte mélasse grisâtre. Donc en fait, il a perdu complètement tout plaisir gustatif. Autre plaisir sensuel qui lui est interdit, le plaisir sexuel. Donc Dwayne raconte une nouvelle fois qu'il a subi du coup une expérimentation aussi à ce sujet-là. Donc il dit « Cet implant expérimental fait de moi le seul individu de toute l'histoire de l'humanité apte à contrôler entièrement son organe sexuel. Indépendamment du contexte ou de mon état d'esprit, il me suffit en principe d'actionner mon commutateur bionique pour obtenir une érection aussi dure et durable que souhaitée. Des heures entières si je le désire. Bêtement, il n'oubliait que deux choses. Mon poids, un catal et demi, et ma force, comparable à celle d'une pelleteuse. Deux données face auxquelles l'orgasme, lui, me ferait perdre tout contrôle. Une petite mort pour moi, mais une mort certaine pour ma partenaire. » Le corps de Dwayne, c'est une fabrication, c'est pas du coup une condition naturelle comme pour des super-héros qui auraient leur pouvoir de manière innée. Là, il a vraiment été fabriqué. Donc sa super érection, là, finalement, c'est un défaut complet de conception qui oublie absolument la dimension d'usage. La fonctionnalité de maîtrise de son organe sexuel, elle est conçue selon les fantasmes viristes de contrôle. On parle là de dureté, de durabilité. Et ça exclut de fait le fondement même de l'extase sexuelle, qui est celui d'une forme de perte de contrôle absolue, et ça oublie complètement la présence de la partenaire, qui est absolument pas prise en compte dans l'équation et la conception du dispositif. Corollaire en fait de cette distanciation sensorielle au monde et de sa relation chaotique au monde technique qu'il habite, Dwayne il éprouve
De la même manière, un véritable handicap émotionnel qui l'empêche d'accéder à la compréhension de son vécu affectif, tellement son attention et son appréhension du monde sont en fait conditionnées par son existence de cyborg déficient. Donc dans son analyse de ses mouvements intérieurs, c'est d'abord l'idée de la panne qui l'obsède. Donc là, je vous lis un nouvel extrait. Un poignard brûlant me lacéra le bas-ventre. Défaillance de la batterie nucléaire? Non. L'évocation de l'hôtel Brennan et de Bridget suffisait à déclencher cette réaction. Ici, en fait, son trouble amoureux, qui est provoqué par l'employé de l'hôtel, il est d'abord envisagé comme une panne de batterie. Son vécu sensoriel, en fait, il est vraiment frappé de suspicion. Il est incapable, en fait, de discerner ce qui relève de sa vie affective et organique et ce qui démontre les défaillances de son système technique. Et cet état de désordre sensoriel constant, elle conduit à une impossibilité d'accéder à toute compréhension émotionnelle qui ne soit pas de l'ordre de l'analyse assistée par ses commandes technologiques. Son premier élan, il est toujours d'envisager les défaillances de ses implants avant de comprendre que ce sont ces mouvements affectifs qui provoquent la douleur. Alors, seconde partie de cette présentation qui va être consacrée à la chute donc, de ce surhomme. Dwayne, c'est un projet avorté, et le résultat de cette non-incorporation technique le prive d'une sensorialité sereine. Mais l'histoire de Dwayne, donc, c'est surtout celle d'une chute qui est causée non pas tant par la défaillance mécanique, mais par le projet idéologique qui le sous-tendait, qui était un projet de surpuissance viriliste profondément brutal. Comme on va le voir dans cette deuxième partie, donc d'une promesse de transcendance, Dwayne va être renvoyé à une condition sous-humaine, animale et sauvage, mais qui reste cohérente finalement avec la violence et la brutalité qui caractérisent toute son existence. La violence, en fait, semble avoir été et resté son seul mode de jouissance. Elle semble être le seul moyen connu qu'il a d'exercer son pouvoir d'agir, sa seule perspective de retrouver un sentiment d'estime et d'amour-propre. Et voilà, cet amour-propre reste basé uniquement sur sa capacité à dominer et détruire. Et là, je vais vous lire un nouveau passage pendant lequel Dwayne active son mode combat, qui fonctionne encore à peu près. Et ce passage en mode combat, tout en activant ses fonctions cyborgiennes, ça le propulse dans une corporéité surpuissante qu'il décrit ainsi. Mon turbocœur se mit en route. Déclenchant un flux énergétique qui embrasa mes veines, je bondis de mon siège. En une foulée, je frôlais la réception et fusais comme un boulet de canon dans la cage d'escalier. L'alpha-adrénaline, la drogue la plus coûteuse au monde, courait dans mes artères, modifiant ma perception temporelle. Autour de moi, tout se déroulait au ralenti. J'étais Speedy Gonzales, j'étais l'éclair rouge. Pendant que l'ennemi patauge dans la boue, qu'il tente à grand-peine de se mouvoir dans une atmosphère figée en une gelée visqueuse, je viens le cingler tel un coup de cravache. Je suis la colère divine qui projette à tout vent des éclairs vengeurs et écrase impitoyablement ses adversaires de ses gigantesques poings de pierre. Donc là, on voit bien, il y a quelque chose de jubilatoire là dans ces retrouvailles avec une puissance corporelle dévastatrice. Il semble se sentir exister vraiment que c'est dans cette perspective d'écrasement. On sent vraiment profondément là, son fantasme démiurgique, il parle de colère divine, et dominateur. L'ennemi est renvoyé à la boue et à l'impossibilité de toute réponse face à un châtiment implacable. Et la perspective de cette transcendance capacitaire, elle est vraiment placée au-dessus de toute autre perspective sensuelle. Il va même dire « c'était excitant mieux que le sexe ». Cette expérience sensible de la violence semble valoir pour lui finalement tous les sacrifices. Alors cette brutalité, cette violence, elle s'incarne aussi dans son profond sexisme qui transparaît à plusieurs endroits du roman. Et cette construction virile, elle me semble, dans le roman, en tout cas dans la manière dont Dwayne raconte son parcours, vraiment très intrinsèquement liée au contexte militaire dont Dwayne évoque régulièrement les souvenirs. Il y évoque en fait une masculinité construite dans le collectif, dans un rapport de domination qui est d'autant plus exacerbé que lui et ses camarades sont appelés à devenir l'élite de la nation. Et le personnage relate notamment son rapport au sexe et aux femmes, qui sont souvent des pratiques sexuelles tarifées et toujours dans le registre de la conquête et de l'asservissement. Donc là, Dwayne raconte un de ses souvenirs avec ses camarades soldats. Il dit « Il n'y a rien de tel pour souder une bande de mecs que de se retrouver tous à poil sur un plumard immense et de se taper à tour de rôle la même gonzesse, encouragée par les hurlements des copains. » On voit bien dans quel contexte se construit donc cette virilité particulièrement dominante. Donc s'il semble critique vis-à-vis de ce passé de soudard, quand même un peu Dwayne, de par cette construction spécifique de son rapport sensible au monde, en fait sa vie sensorielle, elle reste quand même condamnée à rester dans des pratiques qui relèvent d'un virilisme vraiment sauvage. Et tout retour à une approche sensuelle du monde ne se fait que sur un mode ultra virilisant.
Dwayne semble finalement incapable de tout mode d'appréhension du monde. Il y a un exemple notamment assez frappant, puisqu'à un moment donné du roman, il va être privé des rations protéinées qui lui servent à survivre. Et il va devoir finalement, pour ne pas mourir, manger quand même quelque chose et du coup manger de la nourriture solide. Son choix, comme par hasard, va se porter sur de la viande. On est bien dans une construction extrêmement virile aussi du rapport à la nourriture. Et donc d'hybride homme-machine, il régresse directement au stade animal. Donc là, s'il y a des végétariens dans la salle, je m'excuse par avance parce que c'est pas très sympathique comme citation. D'une main tremblante, je déballais la viande. Froide et tendre au toucher, elle exhalait une odeur à la fois écœurante et irrésistible. À cet instant crucial, rien n'était plus important que de planter mes crocs dans la chair sanguinolente. Ce ne fut pas évident. J'avais oublié à quel point la viande crue peut être coriace. Mordant, tirant, je parvins enfin à en arracher un lambeau que je mâchais avec une tremblante délectation, brusquement inondée de sueur. Mes dents me faisaient mal. Quel bonheur. Je mastiquais, sans prêter attention à la bave qui me coulait sur le menton. Je mastiquais et mastiquais encore, puis j'avalais enfin avec une satisfaction animale archaïque. Donc vous voyez, c'est absolument charmant aussi. Donc ce rapport à l'animalité dans le roman, il est intéressant. Il est utilisé, là, comme dans le passage que je viens de citer, pour opérer une opposition franche et violente entre un idéal machinique qui est fluide, contrôlé, et une animalité sauvage, brute et toujours infériorisante. L'approche, là, elle est bien sûr tout à fait spéciste, mais c'est celle qui est prise dans le roman. Ce rapport à l'animalité, il est également mis en exergue pour enfoncer Dwayne dans un destin de plus en plus objectifiant. Dans un passage du roman, il va notamment être confronté à la vue d'animaux empaillés. Et il peut pas s'empêcher finalement de comparer sa condition de cyborg rouillé à l'artificialité de ces bêtes qui sont exposées sur des étagères et qui prennent la poussière. Au fil du roman, donc sans trop en dévoiler les ressorts de l'intrigue, mais Dwayne comprend qu'il est traqué par des mystérieux poursuivants et il comprend pas pourquoi ceux qui le poursuivent ne le tuent pas, en fait, purement et simplement. Et il va finir par comprendre que la méthode de traque, elle vise délibérément à l'affaiblir pour pouvoir en fait le capturer vivant. Le but étant que son corps puisse être étudié et exposé. Donc là, on est dans une réification et une animalisation subie qui sont l'incarnation vraiment du renversement de son caractère spectaculaire. C'est-à-dire son extraordinaireté de sujet de spectacle contrôlé et super-héroïsé est renvoyée là dans le registre presque du freak show dont on parlait tout à l'heure et réduite au stade vraiment là d'objet de spectacle. Il y a beaucoup à dire sur ce roman, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant par rapport aux sujets sur lesquels je travaille, c'est l'impossible établissement d'une relation entre Dwayne et la technique qui vient l'habiter. Dans son parcours, la technique, elle est au service d'eux, mais elle est jamais une partenaire. Et parce que l'appareillage technique est un outil au service de la domination, aucune relation ne va s'établir entre le corps organique de Dwayne et ses implants. Ils sont vraiment que des moyens pour une fin violente. Et ce rapport de domination vis-à-vis de la technique, elle empêche, à mon sens, Dwayne d'accéder à une maturité technique au sens proposé par Simondon. En fait, Gilbert Simondon, dans Du mode d'existence des objets techniques, il fait la distinction entre ce qu'il appelle la majorité et la minorité sociale des techniques. Le statut de minorité dans le rapport à l'objet technique renvoyant à l'idée d'un objet d'usage qui est nécessaire à la vie quotidienne, mais c'est un savoir technique qui est coutumier et qui n'est pas réfléchi. Là où le statut de majorité correspond finalement à une prise de conscience, à une opération réfléchie de ce qu'il appelle l'adulte libre, en tout cas une connaissance maîtrisée, extériorisée et transmissible de ce savoir technique et de cette culture technique. Et Simondon pose par ailleurs, donc comme indiqué là sur la citation du diapo, mais que je vais peut-être pas vous lire pour garder un peu de temps pour le reste, il pose par ailleurs la nécessité d'une réciprocité d'échange, d'une relation d'égalité entre les individus et les objets. Et si Dwayne fait preuve, ça et là, de perspectives critiques vis-à-vis de ses choix d'existence, en fait, pour moi, le véritable renversement du rapport de Dwayne à la technique, il intervient tout à la fin du roman dans les modes de résistance que Dwayne va finalement mettre en place. Donc là, attention, spoiler de la fin, mais je vous invite quand même à lire le roman qui est passionnant pour plein d'autres raisons. En fait, Dwayne, à la fin, il est poussé dans ses derniers retranchements par ses poursuivants, il va comprendre que finalement, il n'arrivera pas à leur échapper. Et donc, pour résister une dernière fois quand même au destin qui l'attend, Dwayne sabote son corps hybride et il attaque l'intégrité de son corps pour se soustraire en fait à ce destin d'objet d'exposition. En fait, c'est-à-dire que s'il est plus en bon état, en fait, il va plus du tout intéresser ses poursuivants dans l'idée d'être un objet de spectacle.
Et mieux encore, il va saisir en fait l'opportunité de la panne de ce corps en friction permanente pour opérer un bricolage, donc au sens de Lévi-Strauss, et un braconnage au sens de Certeau, comme tactique de renversement du pouvoir. Et la quintessence de ce caractère hybride intervient à la toute fin du roman, lorsqu'en fait, face à l'inéluctable, il va renoncer à tout affrontement, il refuse le combat, il va opter pour une hybridation à une imprimante, il a un logiciel de traitement de texte intégré et en fait, il se branche à une imprimante, qui va lui permettre en fait d'imprimer le récit de sa vie, de son témoignage, et de le transmettre au reste du monde et à nous, les lecteurs et les lectrices. En guise d'ouverture et de conclusion, je souhaite poser cette question. Que disent finalement la panne, le bug, le glitch de nos rapports sensoriels au monde technique? Le bug, on l'a vu, là, peut être signe de l'échec. Dans le rapport au corps hybride, le bug là, qui enroule la relation technique-organique est synonyme de déliquescence ou de finitude. Le bug et la friction là, forment un désordre sensoriel, mais pour moi, il convient d'aller au-delà de ce désordre pour comprendre ce qu'il a vraiment à nous dire. Pour moi, le bug, en l'occurrence, est aussi révélateur de problématiques sociales. Dans le cas de Dwayne, le rapport à la panne, pour lui en tant que personnage, ça a été envisagé que sous l'angle de la rupture. Le non-fonctionnement optimal de ce projet va entraîner l'arrêt de l'expérimentation. Et du coup, voilà, cette défaillance de Dwayne, pourtant, en fait, elle n'est pas une panne située. Elle atteint finalement l'intégralité d'un système qui engage non seulement l'existence biologique, donc le corps du personnage, mais au-delà de ça, ça atteint aussi une mise en critique d'un système politique militariste et d'une idéologie transhumaniste. Cette panne, en fait, elle témoigne de l'absurdité d'une quête exponentielle de performance au détriment du vécu sensible du corps, d'une sensorialité qui est certes imparfaite, mais qui est en tout cas connectée aux environnements humains et non humains, et en définitive, pleinement vivante. Le bug et la friction forment donc des révélateurs sociaux et politiques qu'il convient d'entendre dans une perspective de réflexion critique sur la manière dont les environnements techniques également sont produits. Ce qui empêche la fluidité du système révèle aussi les biais du social. En fait, le bug dans les systèmes techniques peut devenir aussi le signe de l'exclusion. Et donc là, je prends un petit exemple pour illustration, un exemple concret et bien réel, celui de distributeurs de savon automatiques qui avaient été installés à différents endroits du monde et qui reconnaissaient pas les mains des personnes noires. Quand on passait la main pour attraper du savon, en fait, les mains des personnes blanches étaient reconnues, pas celles des personnes noires qui, du coup, se retrouvaient devant un dispositif technique qui ne fonctionnait pas. Et donc ici, l'exclusion du potentiel relationnel du corps à l'objet rappelle que ce corps est impensé, indésirable et indésiré. Et le refus d'une connexion charnelle à ce dispositif technique est le signe d'alerte d'une problématique sociale systémique. Évidemment, des exemples comme cela, il y en a énormément. Donc le constat d'échec, d'exclusion, le bug dit surtout quelque chose du monde duquel il est issu et auquel il se confronte. Et il est pour moi vraiment une invitation à agir. Et je voudrais en conclusion citer l'autrice Rua Benjamin sur la scène du glitch, du déjà-vu dans Matrix, qui éclaire à mon sens le potentiel critique, créateur et résistant du bug. L'usage de l'impression de déjà-vu par ce film permet de considérer la relation entre un glitch technique apparemment banal et des choix significatifs en termes de design. Dans ce contexte, le glitch n'est pas une erreur insignifiante à patcher ou à corriger, mais sert à signifier quelque chose de fondamental sur la structure du monde censé pacifier les humains. Cela attire l'attention sur la construction et la reconstruction du programme et fonctionne comme une alerte, indiquant que ceux qui cherchent la liberté doivent être prêts à agir. Voilà, je vous remercie de votre attention.